Aujourd'hui, dans Kamel sans filtre, on reçoit une femme de caractère, une entrepreneure qui a fait du talent et du mindset business sa marque de fabrique. Cindy Jax, c'est la force tranquille derrière Gentis, un acteur clé du recrutement et du placement de profils experts dans les métiers de la tech, de l'ingénierie et du digital. On va parler de son parcours, de ce qui l'a fait avancer, de sa vision du leadership, mais aussi de la réalité du terrain, celle des consultants, des missions et de la compétition dans un marché en constante évolution. Une conversation vraie, inspirante et sans filtre avec une femme qui prouve que l'on peut allier performance, ambition et humanité. Je vous souhaite un super Kamel sans filtre et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological leaders. Bonjour Cindy. Bonjour Kamel. Comment ça va ? Ça va. Merci d'être aujourd'hui dans ce podcast. Ravi de t'avoir. Est-ce que tu connais la règle du joker ? Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tu auras donc ce joker que tu pourras utiliser à tout moment s'il y a une seule question auquel tu ne peux pas répondre. Ok, merci. On va commencer de manière un peu soft avec la question habituelle. Comment tu décrirais ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien ? Écoute, j'ai une petite anecdote là-dessus. Une fois, j'ai une amie de mon fils qui me dit dans la voiture « Mais toi, tu fais quoi, Cindy, dans la vie ?» Et mon fils a répondu « Ma maman, elle trouve du travail aux gens qui travaillent dans l'informatique. » Voilà. Donc, je dirais ça. Ça, c'est le job que tu fais actuellement ? Ouais. Donc, tu manages aussi des gens, tu as créé... Oui, j'ai ouvert Gentis au Luxembourg, ouais. Qui est en fait une filiale... Exactement. Donc, Gentis, c'est un groupe belge. Et moi, j'ai ouvert le bureau ici à Luxembourg. Ils sont combien en Belgique ? En Belgique, il y a 2 bureaux. Il y a Anvers et Bruxelles. Et je pense que ça représente une centaine de personnes. Et au Luxembourg, vous êtes combien ? Au Luxembourg, on est 4 dans le bureau et on a déjà une dizaine de consultants chez les clients en mission. En combien de temps ? 1 an, je pense, c'est ça ? Oui, un peu plus d'1 an. Et c'est quoi le fait d'être boss de sa boîte ? Parce qu'avant, tu faisais quoi ? Alors, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un cabinet de recrutement anglo-saxon. Donc 7 ans à Paris et 5 ans à Luxembourg. C'est comme ça que j'ai démarré et dans le recrutement et dans l'IT, puisque la société s'appelait Computer Futures, donc à part faire de l'IT, je ne faisais pas grand-chose d'autre. Et puis après, je suis passée dans le service, donc j'ai travaillé chez Humanis, qui a été racheté par CGI, puis j'ai travaillé chez NSI, et du coup maintenant j'ai rejoint Gentis. Avec une aventure, cette fois intrapreneuriale, mais les aventures précédentes, tu étais aussi... Non, les aventures précédentes, pas du tout. Donc à Paris, j'ai commencé en tant que junior consultante, jusqu'à manager une équipe de 11 consultants en recrutement. Puis après, donc, je suis venue au Luxembourg pour développer effectivement ici l'équipe aussi chez Huxley, donc là où j'ai managé 5 personnes. Et puis chez Humanis, j'ai repris le bureau en fait au Luxembourg. Quand je suis arrivée, en fait, il y avait 9 consultants chez les clients, il n'y avait pas de bureau. Donc j'étais toute seule au bureau. J'ai travaillé pendant 1 an et demi toute seule, dans le développement commercial principalement finalement et la gestion de l'antenne ici à Luxembourg. Chez NSI, j'ai été plutôt business developer. Et puis là, du coup, vraie aventure intrapreneuriale. Et c'est quoi la différence ? C'est une bonne question. Là, la différence, c'est que je démarre from scratch. Gentis n'était pas du tout connu au Luxembourg. Donc, c'est une autre responsabilité de créer vraiment quelque chose de zéro, avec l'appui du groupe, évidemment. Tu as pris des parts dans la société quand tu l'as lancée ou tu as... Non, pas encore. J'aimerais bien. Okay. Petit message. Ok. Parce que c'est toujours un peu frustrant quand on démarre quelque chose de A à Z, dès le début, et que... Je sais pas. Oui, ça peut l'être. Je dirais qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas, en tout cas, parce que j'ai quand même... c'est l'intrapreneuriat, donc je trouve que c'est pour le moment que les bons côtés. C'est-à-dire que j'ai la sécurité de l'employé, mais j'ai la chance aussi d'avoir les mains libres et de pouvoir développer quelque chose de zéro. Oui, parce que c'est un choix. Il y a beaucoup qui... Définitivement un choix, parce que j'aurais pu... Il y a des gens d'ailleurs qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne te lances pas toute seule ?» Finalement, dans le recrutement, d'autres l'ont fait. Je me sens pas encore l'âme d'un entrepreneur, et donc du coup, je me suis dit que c'est bien d'essayer déjà par l'intrapreneurship, avec ce côté sécurité. Parce que tu n'aimes pas trop le risque ou parce que... J'ai un côté un peu averse au risque, c'est vrai. J'ai besoin de sécurité d'un certain côté et surtout d'une sécurité financière. Ok.
Merci pour ces infos. Concernant, ça c'est ce que tu fais maintenant. Oui. Tu as fait quoi comme métier précédent? Ton premier job, c'était quoi? Mon premier job, j'ai été vendeuse chez Jennifer, en job d'été. Donc tu faisais quoi? Tu J'ai vends toute la journée étiqueté pendant les la soldes. caisse. Ouais, exactement. J'ai encaissé. Donc j'étais vraiment toute jeune. Hein. Je pense que je crois que j'avais 16 ans à l'époque. Il fallait avoir 16 ans Ok. pour travailler. Donc voilà, j'avais commencé comme ça. Et t'aimais bien ce que tu faisais? C'était déjà l'âme vendeuse? Contact avec les clients? Ouais, ça, j'ai toujours aimé le contact avec les clients. Donc ça, c'était chouette. Après, ce que moi, j'aime particulièrement dans la vente, c'est la négociation. Bon, là, dans une boutique comme ça, il n'y a pas de négociation, donc voilà. Mais j'aime être au contact des gens, définitivement, donc c'était déjà chouette. Et t'as fait quoi de ton premier salaire? Je suis partie en vacances avec ma meilleure amie. C'était- Toutes c'est- les deux. Elle avait le permis, moi pas encore. C'était où? On a fait tout un road trip dans le sud de la France. On est parti en Espagne, puis on est revenus toutes les deux. Elle avait une petite C2 à l'époque. Donc C'était drôle. t'as tout claqué. Oui. Donc voilà, maintenant t'es boss de Gentis. Oui. Tu t'y plais. Oui. Donc qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Qu'est-ce qui te passionne le plus au jour le jour? Ce que j'aime, c'est vraiment la relation avec les clients, ça c'est sûr. Et ce que je disais, la négociation. Donc ce que j'aime, c'est réussir à convaincre un client de travailler avec nous et de nous faire confiance. T'aimes la négociation en général ou juste au boulot? Juste au boulot, dans la vie, je suis vraiment nulle en plus pour ça. J'ai jamais été la meilleure non plus pour négocier mon salaire ou ce genre de choses. Mais par contre, quand je suis sûre de ce que je vends et de la qualité de service vendu, alors je me sens tout à fait à l'aise de défendre le projet. Justement, au boulot, quel est le plus gros succès, selon toi, de ta carrière pour l'instant? Ta plus grosse négociation ou la plus belle anecdote que tu pourrais nous raconter? Est-ce que tu en as une? C'est une bonne question. Je pense qu'il y en a plein. Je dirais qu'aujourd'hui, chaque client que j'ouvre avec Gentis, c'est une victoire parce que c'est quand même un marché ultra concurrentiel où il y a déjà des mastodontes sur le marché. Et donc, les clients qui aujourd'hui nous font confiance, en toute humilité, ils nous font confiance pour travailler avec moi. Et donc, je trouve que ça, c'est déjà une belle victoire. Ouais. Justement, il y a énormément de concurrence. Ok, ils veulent travailler avec toi, c'est ce que beaucoup disent. Oui, ils me font croire. non, mais peut-être. pas toi, mais je veux dire, tout le monde dit oui, mais c'est parce que c'est moi avant Oui. tout, etc. Mais est-ce que tu penses que dans ton métier, il y a vraiment une plus-value par rapport à d'autres en général? Parce que pour moi, cabinet de recrutement, c'est l'humain effectivement est très important, mais le reste, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Quand tu présentes un CV et un autre, c'est quoi la différence? Si moi je présente le même CV que toi? C'est une bonne question. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de dire que ce qui fait, pour moi, la différence, c'est l'humain. Donc, avant tout, et c'est ça qui rend aussi le job difficile, mais avant tout, une société va travailler avec un consultant en recrutement. Elle ne va pas travailler avec Gentis, elle va travailler avec la personne. Finalement, ça, pour moi, c'est sûr et certain. Après, la différence aujourd'hui sur le CV, c'est aussi l'expérience. C'est-à-dire que moi, maintenant, ça fait 17 ans que je fais du recrutement en informatique. Donc, je sais ce que font les gens, je sais challenger les candidats. J'ai jamais été moi-même ingénieur, mais maintenant, j'ai quand même une bonne vision de ce qu'est un SI et de savoir ce qu'a pu faire un développeur ou un ingénieur système. Donc, ça va être la qualité, finalement, de l'entretien que j'ai pu faire et de la qualification que j'ai pu faire avec le candidat. Justement, les candidats. Est-ce que tu vois une évolution des candidats quand tu as commencé et maintenant? Oui, définitivement. Il y a une vraie différence. Alors déjà, moi, il y a une différence que j'ai commencé à Paris, en France, en région parisienne, et les demandes n'étaient pas du tout les mêmes, et les attentes des clients n'étaient pas les mêmes qu'ici. Donc déjà, parce que, je vois venir la question, quelle est la différence? Oui. La différence, c'est qu'en France, il y a un vrai... ils font très attention aux diplômes, beaucoup plus qu'ici au Luxembourg.
Donc, c'était quand même assez discriminant d'ailleurs, parce qu'on allait nous demander, moi, je veux que des gens sortis de groupe A, donc parce que les écoles d'ingénieurs sont classées, etc. Donc, ça, ici au Luxembourg, franchement, le diplôme, on n'en a jamais parlé, quoi. Ou peut-être, je n'ai même pas souvenir qu'on en ait parlé. Les certifications sont plus importantes. Donc, pour revenir à ta question, après, sur les candidats, oui, la différence, c'est générationnel, mais je pense que tout le monde en parle, c'est pas lié que à l'informatique. C'est clair qu'aujourd'hui, les attentes des candidats sont pas les mêmes qu'elles étaient il y a 10 ans. Quelles attentes ils ont aujourd'hui ? T'en as beaucoup parlé déjà dans d'autres podcasts, mais le télétravail, la flexibilité, avoir du sens dans son travail. Donc oui, tout ça, je crois que Covid a vraiment bouleversé les choses. Et puis nous, dans le recrutement, je dis souvent ça, mais ça fait un peu vieille, mais moi, j'ai commencé le recrutement, LinkedIn n'existait pas. Ok. Ah ouais. Et ouais. Okay. En fait, ça a commencé en 2008. Exactement, j'ai regardé en France LinkedIn et moi j'ai commencé donc c'est novembre 2008 et moi j'ai commencé en septembre 2008. Mais c'était pas du tout développé, quoi. Et aujourd'hui, LinkedIn a vraiment révolutionné aussi le monde du recrutement. Les gens sont chassés tous les jours, quoi. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Et avec l'IA, c'est pas plus facile de tricher pour ces candidats-là ? C'est le risque. Aujourd'hui, j'ai pas encore été face à ça. Ou alors je ne l'ai pas vu, c'est possible. Mais définitivement, je pense qu'il faudra de plus en plus faire attention. Bon, je pense que la lettre de motivation est déjà obsolète aujourd'hui, mais avec l'IA, c'est forcément terminé. Il faudra faire de plus en plus attention au CV, à la véracité des CV, évidemment, c'est sûr. Maintenant, on peut encore faire des vérifications, hein. Nous, on prend des références professionnelles, on fait la vérification des diplômes. C'est des choses qui vont être hyper importantes. Tu as déjà dû faire face à des candidats qui t'ont menti Alors, de sur leur manière CV, délibérée. Sur leur CV, non. Mais par contre, j'ai une petite anecdote sur le mensonge du candidat, c'était drôle. C'est mon premier recrutement d'ailleurs que j'ai fait à Paris, je m'en souviendrai toujours. Et le candidat m'avait demandé un certain salaire et donc j'étais super fière de moi. J'avais réussi à obtenir le salaire qu'il voulait auprès du client. Et en fait, il a refusé l'offre parce qu'il avait menti à sa femme sur le salaire qu'il m'avait demandé. Et il ne m'avait pas demandé assez pour sa femme. Et donc finalement, il a refusé l'offre à cause de ça. Donc il faut maîtriser aussi tout. Et c'est ça qui est difficile. Il faut aussi maîtriser tout l'écosystème du candidat. Du coup, tu poses une question en disant est-ce que ta femme ou est-ce que ton mari sont d'accord avec le salaire que tu proposes ? Maintenant, je demande, clairement. Parce que j'ai déjà eu un candidat qui a refusé parce que finalement, il avait oublié de me dire qu'il était en train d'acheter un appartement et qu'il avait peur de ne pas avoir son offre de prêt s'il démissionnait. Mais il le dit alors qu'il vient d'avoir l'offre du client, quoi. Donc oui, il faut maîtriser aussi tout l'environnement personnel. Et c'est frustrant, je suppose, quand tu penses que tout est clair et qu'au final, il ne signe pas ? C'est super frustrant. C'est super frustrant parce qu'on peut pas... En fait, on peut pas tout maîtriser. Et ça, il faut l'apprendre. Et c'est souvent ce qu'on appelle un peu le roller coaster dans le recrutement. C'est vraiment les montagnes russes. Est-ce que tu as déjà rencontré un candidat ou une candidate assez étrange ? Ouais. Oui. Oui, j'ai déjà... En fait, j'ai déjà rencontré des gens... Ouais, on voit de tout, hein, définitivement. Après, c'est plutôt dans la position ou la posture du consultant en recrutement. Pareil, je savais toujours une fois à Paris, donc le candidat vient au bureau pour signer son contrat. Et puis, il arrive et puis il sort son chéquier. Et donc là, je le regarde et il me dit combien je vous dois. Et là, du coup, moi, j'avais 26 ans, j'étais toute jeune, je disais, rien, c'est gratuit. Donc oui, des candidats comme ça qui comprennent pas toujours, etc. Ouais, il y en a toujours. Est-ce que tu es proche de ces consultants-là ou est-ce que tu fais le recrutement ? Voilà, parce qu'il y a deux choses, hein. Il y a le recrutement où c'est tes consultants qui sont chez toi que tu places. Oui, tout à fait. Ça, c'est la consultance. Ouais, tout à fait. Et après, il y a les gens que tu places. Exactement. Et il y a le recrutement en CDI que je fais directement pour les clients. Des deux côtés, on garde contact. Déjà, ça fait partie du réseau, évidemment, pour moi. Donc, quand c'est un recrutement en CDI directement chez le client, on garde évidemment contact tout au long de la période d'essai au moins, et même après, parce que finalement, ça fait partie de notre réseau. C'est des gens qu'on a accompagnés. Changer de boulot, c'est quelque part changer de vie. Donc, ça a un impact important et il ne faut pas le sous-estimer pour le candidat. Et puis le consultant que je place chez le client, là c'est encore différent. Il est employé de Gentis, donc c'est effectivement quelqu'un qui fait partie de mes équipes. Et donc là, il y a un suivi tout au long de la mission, évidemment, à chaque fois. Justement, il n'y a pas une pression, je me suis toujours dit, à faire changer de boulot quelqu'un qui s'y plaît pour aller dans une autre mission ou chez toi. Et tu te dis, mais tu fais quand même
changer sa vie d'une manière ou d'une autre, enfin en tout cas professionnelle. Ouais. Et ça peut mal se passer au final. Et c'est Oui. peut-être déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé, évidemment. Un candidat à qui on met fin à la période d'essai. D'ailleurs, chez mes consultants, pas encore, je touche du bois. Mais effectivement, les clients qui recrutent en CDI et qui mettent fin à la période d'essai, ça arrive. Oui, il y a une forme de responsabilité. Après, j'essaye quand même de me détacher de ça aussi parce que voilà, je mets pas le couteau sous la gorge aux gens. Ils sont souvent aussi, eux, dans une démarche. De toute manière, si on est prêt à écouter une proposition, c'est quand même qu'on est dans une démarche de changement. Et puis, il y a quand même tout le processus de recrutement qui permet aussi à la personne de réfléchir. Donc, il y a un accompagnement là-dessus. Mais oui, il y a une forme de responsabilité, c'est important. Il ne faut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, ça c'est clair. On parle souvent de burn-out, rupture, etc. Enfin, un peu où les gens sont un peu over, ils ont booké, ils ont vraiment énormément de choses. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être à la limite Moi, pas. Mais c'est vrai que dans les entreprises dans lesquelles on travaille, dans le recrutement, ou comme je parlais avec le roller coaster du recrutement, j'en ai vu qui sont arrivés jusque-là, ouais. Mais moi, pas. J'ai de la chance. Et des employés dans ton entourage Pas des gens de mon équipe, de mes équipes, mais oui, j'ai déjà eu des collègues qui sont partis parce que, voilà, c'était trop pour eux, quoi. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à cela, ou comment toi tu vois ça ? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense que ce qui m'aide en tout cas, c'est d'avoir ce que j'appelle ma soupape de sécurité, et donc d'avoir finalement une activité sur le côté. Ouais, un sport, une passion, quelque chose qui permet de se recentrer sur soi et de vider un peu la tête, quoi. Le sport, par exemple, on parle de quel sport ? Pour moi, c'est l'équitation, Okay. définitivement. Je sais que ton fils aussi... Ouais, c'est une passion que j'ai la chance de partager avec mes 2 enfants, mes 2 petits garçons, mais il y en a qu'un des 2 qui monte à cheval. Okay. L'autre, il aime pas monter, lui, il fait de la boxe taille, mais il aime s'occuper du cheval. Donc, tu as ton propre cheval ? Ouais. C'est un travail quotidien. Tous les jours ? Ouais, je vais le voir tous les jours, ouais. Donc, j'ai la chance d'habiter dans la ville où il est. Donc, voilà, moi, je suis à Dudelange, il est dans des écuries à Dudelange, et je vais le voir tous les jours, ouais. Mais et quand tu es en vacances, tu fais comment ? C'est la solidarité entre copines. C'est vrai ? Non, mais c'est comme quand on a des animaux à la maison, etc. Oui, c'est... Parce que tu dis, mais tu peux pas les prendre avec toi ou tu... Voilà, donc ouais, non, c'est sûr que c'est une responsabilité, mais ça, ouais, la balance pèse clairement du bon côté. Donc voilà, et puis bon, entre copines, on se soutient. Donc, les écuries sont là pour ça aussi, donc heureusement. Ça, c'est pour le sport. Mais pour revenir à... Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont freiné dans ta progression ? Est-ce que tu penses que tu as eu une progression, disons, régulière et continue ? C'est une bonne question. Je pense que j'ai quand même une progression régulière, peut-être pas aussi rapide que j'aurais voulu, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont freinée ? Je pense pas. J'ai eu 2 enfants, mais personnellement, j'ai pas eu de problème du tout avec ça. J'ai été à chaque fois j'ai été dans la même entreprise quand j'ai fait mes 2 grossesses. Et franchement, ça a été hyper bien accueilli. Pour autant, à Paris, j'étais la première manager à avoir un enfant, donc j'appréhendais un petit peu. Mais ça s'est très bien passé. Et au Luxembourg, pareil, ça s'est super bien passé pour moi. Donc, après, c'est sûr que voilà, mettre en pause 4 mois, je ne vais pas dire que ça ralentit, mais forcément, ça a un impact, quoi. Quelle est la plus grosse critique qu'on t'ait faite un jour, que ce soit de manière pro ou personnelle ? Ou c'est que tu trouves injuste Ça a été très difficile à accepter et je me souviendrai toujours, franchement, je pense que j'ai quand même toujours été une grosse bosseuse. Et c'était au début, je pense, dans mes débuts à Paris, dans le cabinet de recrutement Computer Futures, où je bossais comme une tarée. Et je faisais des gros horaires et tout. Et un jour, mon boss me prend dans son bureau et il me dit « Cindy, tu fais pas le boulot pour lequel je te paye ». Et en fait, je passais des heures au téléphone avec les candidats, avec les clients, mais j'arrivais pas à transformer ça. Et donc, en fait, il n'y avait pas de performance suffisante pour lui, quoi. Il n'y avait pas assez d'argent, mais par contre, tu bossais pour. Oui, donc du coup, ça a été hyper difficile pour moi à accepter. Et en même temps, ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace et productive dans ce que je faisais après.
Pourquoi? C'est parce que t'étais pas assez, comment dire, tu travaillais, mais par contre pas de manière efficace? Exactement. Ouais, t'as En changé fait, ta méthode de travail? je travaillais beaucoup, je passais beaucoup de temps à discuter avec les candidats, mais il sortait rien des appels. Pareil avec les clients, j'étais trop gentille en fait, je pense, et du coup, j'étais pas assez assertive. Et donc, En fait, tu discutais avec les clients et tu pensais que ça allait signer comme ça, et Exactement. alors qu'en vérité, il fallait choisir un peu ses batailles. Et Oui. bah, c'est comme quand tu dis à des clients ou des prospects que tu vas plus voir parce que sinon tu perds ton temps, parce que En tu sais fait, qu'ils signeront jamais, quoi. C'est ça. Moi, j'allais voir les clients sans, tu vois, évaluer le potentiel, etc. Et donc, au final, je perdais du temps sur des sujets pas importants et je mettais pas assez d'efforts dans les sujets importants. Quelle est la valeur travail, je pense que c'est important pour toi, mais quelle est la valeur qui est pour toi la plus importante dans la vie? Le respect, je pense. Est-ce qu'on t'a déjà manqué de respect durant ta carrière ou... C'est une bonne question. Je tairais le nom, mais je pense qu'une fois, il y a une personne qui était à la limite, du manque de respect. Au Luxembourg? Ouais. C'était un homme, donc, je suppose. Oui. Je ne veux pas rentrer dans les détails, Non. mais c'était une banque? C'était pas une banque. Ah, ok. Donc, bon, et comment ça s'est terminé? Bah, t'es j'ai levé, pris de la t'es pas- distance. Voilà, j'ai pris la distance et ça s'est solutionné tout seul. Bah, justement, une question, on va rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a des limites éthiques qu'on ne peut pas faire dans le business ou dans la tech? Oui, des limites éthiques, oui. Je pense que il faut que ça reste professionnel, quoi. Voilà, pour moi. Donc, on peut bien s'entendre, on peut avoir un bon relationnel, mais ça doit rester dans un cadre professionnel. Et y a-t-il des types de profils avec qui tu ne veux jamais travailler? Tu dis, tiens, ce genre de personne, ou... Pas forcément avec des défauts, mais tu dis, je sais rien. Ouais, les gens qui sont individualistes, j'en veux pas. Est-ce que tu as déjà triché dans ta vie? Tricher? Je crois pas. Non, franchement, peut-être au jeu de cartes ou en jouant, peut-être, parce que je suis un peu mauvaise perdante. T'es prête à tricher pour gagner? Dans la vie, non. Franchement, pas. Parce que déjà, je sais pas mentir. Donc, je suis un peu un livre ouvert, on me l'a toujours dit. Donc, ça se voit directement. J'ai du mal à cacher mes émotions. Mais dans un jeu, oui, pour gagner, why not, hein. Y a-t-il un tabou dans le secteur de la tech ici que tu aimerais, dont personne ne parle, mais que toi tu voudrais briser? Un truc que tu dis, tiens, je trouve que dans le milieu business, il y a cette chose-là, que je trouve pas très correcte, ou j'aimerais qu'il change. C'est pas un tabou, mais c'est vrai que, en tout cas, dans ce que je voudrais qu'il change, c'est qu'on s'ouvre un peu plus, je pense, aux challengers comme nous. J'entends beaucoup, surtout dans les grosses banques ou dans les grosses entreprises, il faut être référencé, il faut faire partie du panel, etc. Mais en fin de compte, c'est comme quand on dit, non, on veut pas des juniors. Mais les juniors, avant d'être senior, tout le monde a été junior. Mais là, c'est pareil, en fait. Oui, il faut être référencé. Oui, mais en même temps, si on peut pas se faire référencer, c'est compliqué. Donc ça, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a certaines entreprises qui sont quand même assez fermées. Et je trouve que c'est toujours bon de s'ouvrir à des nouveaux suppliers, pas que Gentis, mais... Tu dis ça parce que tu es chez un challenger, ou tu le dirais pareil si tu dans un grand groupe? C'est une bonne question. De manière générale, je pense. Ouais. Dans la vie, en toujours été général, voilà. j'ai toujours été comme ça. Je pense que la nouveauté peut apporter du bon. Il faut essayer, en tout cas. Tu vois, il faut laisser la chance aux gens. Moi, je suis un peu comme ça. Et chez Gentis, on le fait. Moi, je recrute des jeunes dans mon équipe aussi. Et je pense que c'est important de laisser la chance aux gens. Il faut laisser la chance. C'est prendre des risques un peu. Donc. C'est vrai que c'est une forme de risque. C'est vrai que c'est une forme de risque. Est-ce que tu es déjà passé par des périodes de conflit ou de tension dans l'entreprise? Même dans la vie, hein. Des périodes de tension, oui. Ou de trahison ou... Trahison, je crois pas. Tension, oui, définitivement. Il y en a toujours des tensions, finalement, qui peuvent être positives en soi, hein. Et conflit,
Oui, j'ai déjà été en conflit, pas forcément chez Gentis là, mais ça fait peut-être pas assez longtemps, ça viendra peut-être. Mais oui, avec mes managers précédents, si je suis pas d'accord sur la manière de faire les choses, si je suis pas d'accord sur la manière des process ou pourquoi on va pas accepter tel ou tel négo avec un client, oui, je peux être en conflit sur ce genre de choses. Tu as déjà assisté à une injustice dans laquelle tu pouvais rien faire? Oui, parce qu'on ne le dit pas, mais il y a toujours de la discrimination à l'emploi, donc c'est une forme d'injustice, définitivement. Quel genre de discrimination? Les gens ne le disent pas, mais voilà, oui, tu sais très bien qu'il y a certains noms de famille, si tu envoies le CV, ça va être un peu trop exotique ou ce genre de choses. Ouais, encore actuellement? Malheureusement, oui, de moins en moins, mais encore aujourd'hui, ouais. Je pense que Kamel Amroun passerait moins. Bah, Mon prénom. Kamel Amroun est connu, donc ça va, mais oui, définitivement, ça peut encore se passer. Et après, il y a de la discrimination plutôt positive. Aujourd'hui, dans l'IT, on va nous dire, Des femmes. Si c'est une candidate, c'est mieux. Oui, justement. Je trouve pas que c'est trop. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Donc, voilà, moi, je suis pour l'égalité, évidemment. Mais je suis pour vraiment l'égalité. Donc, c'est-à-dire qu'à compétences égales, voilà, on ne doit pas juger si c'est une femme ou un homme. En fin de compte, peu importe pour moi. Donc, oui, c'est trop. En fait, c'est trop et je trouve que ça va finir par desservir, en fait. Et tu vois une différence un peu entre les candidates femmes et hommes dans la manière de répondre aux questions, dans la performance ou dans... Est-ce qu'il y a une différence que tu C'est une vois? bonne question. Alors, j'en discutais en plus ce matin, mais oui. Alors, je dirais que il y a c'est un peu des caricatures, mais en tout cas pour les gens qui travaillent avec moi, je vais plutôt parler comme ça. Donc les consultants en recrutement, moi j'ai plus de facilité je trouve que c'est plus facile de former une femme. Ok. Voilà, parce que je trouve qu'elles sont, de manière générale, un peu plus bonnes élèves. Et plus humble peut-être? Ouais, moins je connais tout, je sais tout. Voilà, donc elles accueillent mieux le feedback et elles sont plus prêtes à prendre les conseils. Donc je trouve ça plus facile. Pour moi, en tout cas. Après, dans les candidates, les attentes ne sont pas les mêmes. Alors, ce sera un peu cliché, mais définitivement, les femmes vont faire quand même plus attention aux horaires de travail. Pas qu'elles ne veulent pas travailler, mais parce qu'il y a aussi des responsabilités à la maison. Alors, c'est de plus en plus partagé, hein, mais ça ne l'est pas encore chez tout le monde. Donc ça, plus soucieuse aussi de se dire, OK, si mes enfants sont malades, etc. Donc oui, il y a moins de demandes, elles négocient moins le salaire aussi, ça c'est vrai. C'est bien alors pour toi ou tu trouves qu'elles devraient le faire plus? Le message, attention, parce que... Non, mais le message, on le dit, souvent les femmes ont ce fameux syndrome de l'imposteur, j'en fais partie, donc oui, je pense que définitivement, il ne faut pas qu'on s'excuse d'être là, en tout cas. Bon, en tout cas, au Luxembourg, certaines femmes CIO qui sont à leur place, elles sont vraiment à leur place, elles le méritent amplement. De quelques-unes... Et il n'y en a pas assez. Mais Il n'y en a pas assez. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de candidates selon toi ou... Moi, je pense que ça vient à la racine. Hein. Je pense qu'on va dans les écoles, il n'y a pas suffisamment de jeunes filles dans les classes qui forment les ingénieurs. Donc, définitivement, s'il n'y en a pas suffisamment qui sont formés, à la fin, il n'y en a pas suffisamment qui sortent, quoi. Ouais, donc c'est pas de la discrimination, c'est juste au début. Ouais, c'est au début. Je pense qu'il faut qu'on éveille plus les filles vers ça, quoi. Et justement, avec l'évolution de la tech aujourd'hui, est-ce que tu penses pas que les femmes vont vouloir plus aimer en fait la tech avec ce qui est IA, etc. ou tu penses que ça va être pareil? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que de toute manière, il y en aura de plus en plus de la tech, donc forcément, ça va être de plus en plus dans notre quotidien, et donc ça va toucher de plus en plus les femmes aussi. Donc oui, je pense que ça va quand même dans le bon sens. Moi, je le vois en 15 ans, la différence, quand même, il y a de plus en plus de femmes dans l'IT, malgré tout. C'est lent comme progression, mais ça avance. Et des femmes, en fait, qui sont... j'en ai reçu une il n'y a pas longtemps, qui sont responsables de C2I. Pareil, elle a 2 fois plus de personnes, ils sont 19. Mais effectivement, on en voit de plus en plus. Ouais. Oui, mais toujours sur des métiers qui sont pas forcément techniques. Business analyst, chef de projet. Recruteur. Recruteur aussi.
Tu disais juste un instant, les femmes, pour certaines, elles doivent faire son horaire, etc. Parce qu'elles doivent s'occuper des enfants. Oui. Toi, tu gères ça comment? Moi, j'ai la chance. Chez nous, le modèle est inversé. Ok. Donc, mon mari, pendant longtemps, a été père au foyer. Ok. Donc, voilà. Donc, A du été? coup, oui, parce que là, il a son projet de création d'entreprise. Donc, il l'est toujours. C'est-à-dire que là, Ok. il cumule les deux casquettes. Donc, il s'occupe des enfants. Et en plus de ça, il crée sa boîte. Ok. Donc, c'est lui qui fait tout à la maison. Non, Il je fait soutiens beaucoup. quand même, mais il fait beaucoup. Il fait beaucoup, ouais, j'ai de la chance pour ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu le stress de me dire « Ah, si mes enfants sont malades, il faut que je prenne congé, etc. Ok. Lui, il a toujours été là. Et c'est pour ça que je dis que c'est un travail d'équipe, hein. C'est pas que moi. Donc, même si effectivement, factuellement, c'est moi qui ramène l'argent, c'est un travail d'équipe. J'aurais pas pu faire la carrière que je fais s'il n'avait pas été là, ça c'est sûr. Ouais, donc, quand tu dis que c'est toi qui ramènes l'argent, il fait quoi de ses journées? Là, donc jusqu'à présent, il s'occupait des enfants, ce qui Ok. prend quand même beaucoup de temps, parce que moi, ils vont pas à la garderie, pas à la Ouais. cantine, etc. Donc, Ah oui, ok. oui, non, il y a un vrai confort de vie Ah ouais, c'est top. pour les enfants, et ça, c'était un vrai choix qu'on a fait, donc ça, c'est top. Et maintenant, il crée sa société, donc Dans quel domaine? dans le domaine de la tech, justement. Ok. Il fait, là, il va lancer une campagne participative sur Kickstarter. Il est dans le monde du streaming, donc il a une chaîne Twitch, Ok. du streaming de jeux vidéo principalement. Et il a construit une box qui permet l'interaction entre le streamer et les viewers. Intéressant. Donc, il fait du Twitch Il fait du Twitch dans dans le la garage. journée? Ouais, dans la journée, la nuit. J'ai de la chance, c'est un insomniaque, donc il dort 3 heures par nuit et ça lui suffit. Et ça déteint pas sur les enfants? Les Euh, jeux vidéo, tout ça? Nous, je peux pas dire qu'on est contre les écrans parce que c'est Ouais. pas vrai. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Moi, je pense que comme tout, c'est bien dosé, c'est pas mauvais. Et donc, oui, les enfants jouent aux jeux vidéo à la maison, évidemment. Mais pas 24 heures sur 24 du tout. En fait, t'as 3 grands ados à la maison, quoi. C'est ça. Enfin, ouais. Oui, mon mari est un grand enfant, ça c'est clair. Mais oui, mais c'est ma part, c'est lui la part geek chez moi. Ouais, donc il s'y connaît plus en tech que toi, tu penses? Ah, c'est même sûr. Ok. Oui. Pour revenir maintenant à ta vie professionnelle, quel était ton plus gros échec professionnel selon toi? Si tu en as eu. Franchement, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je considère pas avoir eu des échecs professionnels. Et personnel? Un rêve que tu aurais voulu faire, que tu n'as jamais réalisé? Être championne d'équitation? Non, je vais pas dire que je réalise tous mes rêves, c'est pas vrai, j'en ai plein des rêves en plus, mais je pense... Parlons-en. Quel rêve Si demain je gagnais à l'euro-million, je sais pas si je continuerais dans mon métier, pour être honnête, mais ouais, mon rêve le plus fou serait d'avoir une écurie à moi. Tu sais, tu pourrais faire un truc Sportec, etc. Pourquoi pas, ouais. Mais oui, non, dans mes rêves les plus fous, oui, j'aimerais avoir des écuries, ce serait super. Donc, t'as pas de regrets dans ta vie ou... Non, franchement, j'ai pas de regrets. Je pense qu'il y a des choses que j'aimerais faire plus et que j'ai pas le temps de faire, mais j'ai pas de regrets. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire jusqu'à présent. Tu rêvais de faire quoi quand t'étais ado? Wow, j'ai eu plein de métiers. Ok. J'ai voulu être juge pour enfants pendant longtemps, prof de PS, rien à voir. Donc j'ai eu des métiers, j'ai voulu en faire plein. Celui où tu dis, ouais, c'était celui où, même si maintenant j'en rêve encore. Je sais pas si j'en rêve, je pense qu'il y a des métiers que j'admire, mais je sais pas si je serais capable de les faire. Justement. Lesquels, par exemple? Juge pour enfants, ou en tout cas... juge pour enfants, j'aurais adoré, je pense. Mais c'est difficile. Oui, tu as certaines histoires. En fait, je suis trop empathique pour ça. Je pense que j'amènerais tous les problèmes à la maison. J'aurais du mal à... Et j'admire ces gens-là parce que, franchement, tous les métiers dans le médical, les métiers qui sont, comme ça aussi autour des enfants et tout, je trouve ça fabuleux. Mais je sais pas si je serais la bonne candidate pour le faire. Tu penses pas que c'est justement eux qui font les vrais métiers et que nous, au final, on est... Si, bien sûr. Moi, je dis toujours, attention, on fait pas d'opération à cœur ouvert. Enfin, j'arrivais pas à le faire quand j'étais jeune, mais tu vois, tu disais oui, la frustration quand quelqu'un signe pas une offre ou quand on rate un recrutement. À la fin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc, il faut réussir à prendre du recul. Et c'est ce que je dis à mes équipes.
on fait pas d'opération à cœur ouvert, il n'y a pas de vie entre nos mains. Enfin, détendons-nous, quoi. Si tout devait s'arrêter demain, tu ferais quoi dans la vie ? C'est ce que je t'ai dit. Je pense que je pars en campagne avec mon cheval et peut-être d'autres. Voilà, je rêverais de ça. Et si tu devais changer d'identité, Ouh. pour repartir à zéro, tu ferais quoi ? Donc là, c'est... Waouh. Si je devais changer d'identité, je me suis jamais posé la On question. t'oblige à changer d'identité. Tu vas disparaître. C'est horrible de penser ça. En fait, oui, peut-être que dans ce cas-là, j'irais explorer plutôt le monde médical, je pense. Parce que c'est un monde qui me fascine. Et je pense qu'il y a plein d'avancées là-dedans maintenant en plus. Donc, définitivement, je crois que j'irai là-dedans. Donc, quand tu étais jeune, tu voulais faire plein de métiers liés à l'enfance, liés au soutien. Bon, à part prof de PS qui n'a rien à voir, mais je pense que tu avais découvert l'équitation. J'ai fait beaucoup de gymnastique quand j'étais jeune, Okay. Donc c'était ça. Moi, je vivais pour la gym. Si tu devais donner un conseil à la Cindy qui était ado, tu lui dirais quoi aujourd'hui ? 2 conseils, je pense. Le premier, qui est très pratico-pratique, c'est de travailler mon anglais dès le début. Parce que définitivement, les langues étrangères, c'est important. Et, est-ce que c'est parce que tu es au Luxembourg que... En fait, moi, je pense que j'ai eu la chance de venir au Luxembourg par un transfert interne. Donc, j'ai demandé une mutation en interne. Et donc, on n'a jamais testé mon anglais. Mais s'ils avaient testé mon anglais, je ne sais même pas si je serais là. Okay. À l'époque, c'était vraiment cata. Heureusement, après 10 ans au Luxe, maintenant, oui, j'ai appris. Mais j'ai transpiré. Donc, ça. Et le deuxième truc, je dirais de me faire confiance. Ah, t'avais pas assez confiance en toi ? Ouais, toujours pas. C'est un mal que j'ai pas soigné, ça. Et un conseil que tu donnerais à n'importe qui dans le business pour bien vivre, pour être heureux, ça serait quoi ? Je pense qu'il faut trouver Moi, ce que je dis à mon fils, c'est enfin, mes enfants, mais le deuxième est quand même plus grand, de travailler pour faire un métier qui leur plaît. On passe quand même minimum 8 heures par jour au boulot. Qui te plaît et qui te permet de vivre convenablement. Parce qu'aujourd'hui, je reste convaincue que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Tu as vu tout ce qui se passe actuellement dans le monde, l'évolution, des problèmes géopolitiques, la technologie, etc., qui évolue à vitesse grand V. Ça te fait pas peur un peu tous ces changements ? Je crois que ça fait peur à tous les parents, probablement à ceux qui ne le sont pas aussi, mais oui, parce qu'on se projette et on pense à nos enfants toujours. Donc ça fait peur, forcément. Après, je suis définitivement quelqu'un d'optimiste, donc je me dis que ça va aller. Donc, tu te dis que pour nous, en fait, on ne va pas être impacté par ce genre de choses, mais plus nos enfants ? Je ne sais pas si nous, on ne le sera pas, ou plus eux, mais j'ai plus peur pour eux que pour moi, définitivement. Quand on a des enfants, la vie change. Hein. Ouais. On est plus, oui. C'est instantané, je crois. Non, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses de l'IA en général ? Je pense qu'on en parle beaucoup. Non, trop, je sais pas. Je pense que c'est évidemment un bouleversement aujourd'hui. Mais comme je dis, je suis naturelle optimiste. Je pense que ça va apporter beaucoup plus que ça nous enlèvera de choses. Et les réseaux sociaux ? Comme je te disais, par rapport à ce que fait mon mari, je peux pas être contre les réseaux sociaux. Mais on en parlait aussi avec les enfants. En fait, moi, je pense un peu, c'est comme tout dans la vie. Rien n'est mauvais, mais ça dépend la dose, en fin de compte. Les réseaux sociaux à outrance, c'est très mauvais. Mais voilà, moi, je suis plus consommatrice qu'actrice sur les réseaux sociaux en dehors de LinkedIn. Mais là, c'est plus pour le côté professionnel. Mais sinon, oui. Et par contre, par exemple, j'ai pas Twitter, par exemple. Ouais. Voilà. Quand ça devient trop politique, trop engagé, trop de débats. Oui. Et est-ce qu'on ne s'engage plus parce qu'on a peur de ce que les gens peuvent penser ? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu likes quelque chose ou si tu dis ton opinion sur une chose... C'est vrai ce que tu dis. Je fais attention, je ne sais pas si tu as vu. Moi, je le fais, moi. Ah oui ? Ah tu le vois bien. Je pense que si tu regardes... c'est vrai que tu es assez...
Moi, en tout cas, si je décide de dire quelque chose, je vais rester authentique. Donc, je vais pas, parce que c'est les réseaux sociaux, faire du fake ou me trahir moi-même. Mais évidemment, il faut toujours faire attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Voilà. J'ai fait, je sais pas si tu avais vu un post sur LinkedIn qui a fait tout un foin à mon niveau, évidemment, sur le télétravail. Oh, je me suis dit, waouh, je m'y attendais pas du tout, quoi. Parce que je disais qu'en entretien... Donc, et en plus, en entretien, pas pour les clients. Hein, je parlais vraiment du recrutement pour mes équipes et les consultants en recrutement, même pas les consultants que je peux envoyer en mission chez mes clients. Et en fait, j'étais assez outrée de me dire qu'après 1 heure d'entretien, donc déjà la personne vient en entretien. Donc, il y a eu déjà un entretien téléphonique. La personne vient en entretien. Toi, tu passes 1 demi-heure à lui présenter ton entreprise, etc. Quand même à lui vendre le job parce qu'on fait ça dans notre métier. Et du coup, la personne, la seule question qu'elle a à te poser quand tu dis « Vous avez des questions ?» c'est de savoir est-ce qu'il y a du télétravail ? C'est quoi les horaires de travail ? Et là, je me dis « Waouh, nous, on est dans un métier de service en plus. Dans le recrutement, c'est comme dans l'immobilier, il faut être disponible pour les gens en dehors des heures de travail. » Et donc, les gens qui me demandent ça, je me dis ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est souvent les... Et c'était un jeune, je suppose. Ouais, c'est des jeunes. Et donc, en fait, le conseil dans ce poste que je disais, c'est je comprends qu'on ait besoin de savoir. On a tous une vie, on a toutes des activités à côté de notre travail et je l'encourage, ça. Mais je pense pas que ça doit être quand on dit en entretien, vous avez des questions ? Non, la première question doit pas être ça, quoi. Faut s'intéresser à la boîte, Exactement. Au job, à l'interlocuteur. Après, je comprends qu'on ait besoin de ces informations-là, hein, évidemment, mais... Voilà. Très bien. Justement, là, tu parles de LinkedIn. Tu trouves pas que c'est devenu un peu un fourre-tout où tout le monde raconte Ouais, parfois, oui. C'est vrai que je trouve que ça peut être de moins en moins professionnel, même si, pour le coup, moi, je suis quand même très étonnée de... Enfin, j'étais pas du tout active avant Gentis sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment ma CEO, Stéphanie, qui est très douée là-dedans et qui nous pousse à être sur LinkedIn. Et j'ai pris un certain plaisir à le faire. Maintenant, je m'amuse bien. Et à chaque fois que je vais en event, tout le monde me parle de mes posts LinkedIn. Bah oui. Donc, à la fin, je me dis qu'il y a quand même une retombée, quoi. Maintenant, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu Facebook, le bazar. Très bien. Pour reparler tech, est-ce qu'il y a une personne dans le monde de la tech que tu admires ? Dans le monde, hein ? Personne connue ou... Je sais que beaucoup d'invités ont parlé de Elon Musk, etc. Franchement, moi, j'admire les innovations de manière générale. Donc, Pas forcément dans la tech, alors, quelqu'un que tu admires En fait, il y en a un que j'admire, mais plus pour l'homme, c'est Eric Larchevêque, qui a fait Ledger. Oui. Alors, j'y connais rien en crypto-monnaie, etc. Mais je trouve qu'en plus de ça, il a été très bon sur son marketing après. Et puis, il a fait une école dans la tech, il a fait plein de choses. Donc, voilà, j'admire l'entrepreneur qu'il est, finalement. Tu devrais lire un des messages LinkedIn qu'il a mis sur le futur de la France et avec une petite histoire synopsis. Je vais lire, alors. Qu'il a écrit. Donc, c'était assez marrant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de retours là-dessus. Ouais. Ok, est-ce que tu as eu un mentor dans ta vie ? Oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'en ai eu 2. Mon premier manager, et donc Olivier Kerkhove, et qui est toujours dans le recrutement aussi, lui, de son côté. Et Claire Bonenfant, aussi une de mes managers avec qui j'ai travaillé, qui a mené une énorme transformation managériale dans un cabinet de recrutement anglo-saxon. Elle a vraiment tout reformaté. Et c'était incroyable. J'ai participé au début de cette transformation. C'était super. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. La personne qui t'avait fait la critique au début c'est Olivier. Ouais, donc finalement, c'est lui ton mentor. Oui, et finalement, t'avais mal pris. Définitivement, je dis toujours, c'était mon papa dans le business, quoi. C'est lui qui m'a tout appris. Il avait fait ça pour te provoquer ? Pour me réveiller, je pense. Pour te réveiller ? Ouais. J'ai vu que t'as pas encore utilisé ta carte joker. Non. Tu parlais tout à l'heure d'une personne qui avait été manquée de respect. Oui. Je ne donnerai pas le nom. Je peux avoir son nom ? Non, alors j'utilise ma carte joker. Je le connais ? Oui. Ok. J'ai deviné. D'accord. Ok. J'ai deviné. Ok, c'est très bien. Maintenant,
Est-ce qu'il y a une citation qui te guide dans la vie? Un truc où tu te dis, tiens, c'est... Oui, je dis toujours, souris à la vie te sourira. Voilà. C'est une bonne manière pour finir ce podcast. Si ça te va, ça me va, oui. Merci beaucoup, Cindy. Avec plaisir, merci à toi. Ça fut très agréable. Et dernière question, qui aimerais-tu voir à ta place ici? J'y ai pensé avant de venir. J'ai pensé... Quelqu'un d'abordable. Hein. Ne me dis pas Eric Larchevêque, même si alors, tu vois, dans la tech aussi, j'aurais pensé à Anthony Bourbon, qui a fait quelques trucs aussi. Et j'aime bien parce que je trouve que c'est un personnage assez controversé. Je trouve qu'il se met beaucoup en avant, peut-être trop à mon goût. Je vais lui envoyer, parce que j'ai ses contacts. Hein. Donc lui, et sinon, je t'avais déjà conseillé un gars qui a fait beaucoup de choses sur le futur du travail. C'est Samuel Durand. Ok, très bien. Voilà. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Cindy. Avec plaisir. À bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt.